Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Handball, plaisir à remporter la finale senior de la Coupe des Yvelines contre Montigny-le-Bretonneux. Le score du match est sans appel, 39-26 pour les Plaisirois. Le résumé dans ce magazine. Twirling Bâton, la troisième édition de la soirée des champions est organisée ce mercredi soir au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Coup de projecteur sur cet événement et sur ce sport avec les organisateurs et des athlètes qui seront présents. Cyclisme, le championnat minime cadet s'est déroulé ce dimanche dans le hameau de Bouessy à Manille-les-Hameaux. Plus d'une centaine de coureurs classés parmi les meilleurs des Yvelines ont pris le départ de la compétition. Et puis nous parlerons également de football américain et de l'équipe des Templiers d'Elancourt qui fêtait ce week-end ses 30 ans. On jouait ce week-end la finale de la Coupe des Yvelines de handball senior au gymnase des Lavandières à Saint-Germain-en-Laye. L'équipe de plaisir a soulevé le trophée en battant en finale Montigny-Bretonneux 39-26. Camille Lambert pour les images. La logique a été respectée en finale de la Coupe des Yvelines senior au gymnase des Lavandières de Saint-Germain-en-Laye ce dimanche 19 juin. Les joueurs de plaisir qui évoluent en pré-national ont battu Montigny-Bretonneux, une équipe de division honneur régionale. Le score est sans appel, 39-26. Début de match un peu compliqué. Défensivement, on n'était pas présent. Dès qu'on a pu défendre un peu plus fort sur l'homme, on a pu jouer les montées de balles, les contre-attaques. C'est ce qui nous a permis de faire l'écart en début de deuxième. Et à partir du moment où on a défendu un peu plus fort, on a pu monter les ballons et essayer de les user physiquement. C'est-à-dire que tout au long du match, on les voyait qui baissaient un peu d'intensité. Et nous, on restait sur le même tempo, donc c'était important pour nous. Ils étaient plus forts sur le plan physique. Voilà, sur le plan des gabarits, et sur le plan foncier où au niveau des courses, mes joueurs étaient beaucoup plus fatigués que les joueurs de plaisir. Le match, on savait que ça allait être difficile, mais il y a eu de très belles choses de la part du collectif senior de Montigny. Et la défaite est logique. Voilà. L'écart est un peu grand, mais la défaite est logique. Une victoire importante pour les Plaisirois. Les jaunes et noirs ont raté la montée pour la deuxième année consécutive en terminant à la deuxième place de pré-national derrière Paris Sport Club. Selon le staff et les joueurs, cette Coupe des Yvelines récompense leur saison. Encourageant, oui, comme l'année dernière, on a fini deuxième du championnat. Donc pas de montée, mais on a la Coupe des Yvelines pour se réconforter, quoi. Donc là, on va aller fêter ça gentiment. Alors, on va chez le pivot, là, Romain Somero, et on va retourner son appart. Prochain objectif pour plaisir l'année prochaine, conserver la Coupe des Yvelines et enfin accrocher la montée en National 3. Après le handball, on passe à un autre sport spectaculaire, le twirling bâton. Une grande soirée de twirling bâton est organisée ce mercredi soir au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous ne connaissez pas encore ce sport, nous allons essayer d'y voir plus clair avec Dominique Pouliquin, le vice-président de la Ligue Île-de-France. Jean-Baptiste Dupont, lui aussi vice-président de la Ligue, et avec les twirlers Alan Blin et Maëlys Camus. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer tout de suite par la présentation de ce sport. Dominique Pouliquin, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport ? Il est importé des États-Unis, si je crois. Il est à la base importé des États-Unis dans les années 70. Il est arrivé très exactement en 74 en France, le temps que l'idée germe, la fédération existe en 78. Et à partir de là, c'est un essor. En fait, en France, on a pris une partie des majorettes qui voulaient faire du sport. C'est devenu un vrai sport, reconnu par le comité olympique français. C'est de même en Italie, je crois, aux États-Unis aussi. Et voilà, l'expansion au fur et à mesure du temps pour arriver aujourd'hui aux 14 000 licenciés à peu près en France. Donc un vrai sport, reconnu par le ministère des Sports, reconnu par le comité national olympique et sportif français. Donc voilà, un sport qui a sa place dans le paysage français aujourd'hui. Jean-Baptiste Dupont, quelle est la différence avec les majorettes ? On compare souvent ce sport aux majorettes, quelle est la différence avec ce sport ? Il n'y a pas de comparaison à faire. On est dans un gymnase. Les athlètes qui pratiquent le twirling bâton sont des athlètes et des compétiteurs, alors que la partie majorette, on va dire, c'est plus dans la rue, défilé. Donc là, on est plus sur une discipline sportive avec des vrais compétiteurs. Maëlys, vous confirmez ? Oui, tout à fait. On n'est pas du tout dans le même style de représentation. Même chose pour vous, Alan ? Tout à fait. Nous, on ne fait pas des défilés. On pratique ça dans un gymnase. Et on a un côté... C'est plus un vrai sport, en Tout à fait. selon vous. Tout à fait. Et vous essayez de sortir justement de ce stéréotype des majorettes, Dominique ? Alors, ça perdure, parce que dans l'imagerie populaire, voilà, les majorettes, c'était gentil, c'était mignon avec les fanfares dans la rue. Alors, ces jeunes-là ne l'ont jamais connu. Jean-Baptiste l'a peut-être connu. Moi, je l'ai connu à travers mes parents il y a très, très longtemps. Donc, j'ai pas de frustration particulière vis-à-vis des majorettes. C'est simplement pas la même chose. C'est comme si on compare, je sais pas, les choux et les navets.
Ça n'a strictement rien à voir, encore une fois. Alors, pour donner une image claire, c'est que dans les années 80, en fait, la FFG, la Fédération française de gymnastique, a approché 2 fédérations pour les avaler. C'était la GRS et le twirling bâton. La GRS a dit oui et sont rentrés à la FFG. On a dit non pour des raisons qui nous étaient propres à l'époque. On voit ce qu'est la GR. C'est grosso modo, c'est très apparenté, donc on va se battre pendant longtemps. Mais je crois que la bataille, elle est passée, elle était pour les gens des années 80-90. Nous, on n'est plus dans la bataille, les majorités existent, et fort justement. C'est un loisir. Le twirling bâton existe, a été en démonstration aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, grâce aux Japonais. Voilà, on va continuer de travailler sur la communication pour continuer à faire connaître ce sport. Et Un sport peut-être olympique dans les prochaines années? Ça sera peut-être un sport olympique? J'ose espérer être encore vivant à ce moment-là, mais Vous n'êtes pas les très critères... optimiste? Non, parce que les critères olympiques sont très stricts. Déjà, pour commencer, c'est une présence sur les 5 continents, c'est 35 fédérations au minimum reconnues par les comités nationaux olympiques. Et ensuite, ça demande une rigueur que le twirling a dans certains pays, la France, le Japon, les États-Unis. Mais très clairement, on a besoin de développer dans les autres pays pour être au niveau des sports olympiques. Et en plus, on n'a pour l'instant effectivement pas la portée médiatique que demandent les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques sont beaucoup mercantiques à l'heure actuelle. On compare aussi souvent le twirling bâton au patinage artistique, par exemple. Il y a un côté esthétique dans le twirling bâton. Vous avez ce sentiment-là également? Oui, dans l'idée, et je pense que c'est une bonne direction quand on fait le comparatif. Dans le principe sur les compétitions, où on a une table de jury, où les athlètes sont jugés sur leur appréciation, sur l'évolution, sur la technique, l'artistique, sur tous ces points-là. Donc c'est vrai que sur ces points-là, on peut avoir vraiment un vrai comparatif où on est proche du patinage artistique, sur l'artistique encore, comme je viens de le dire. Maëlys, le twirling bâton, généralement quand tu annonces à tes parents, à tes amis que tu fais du twirling bâton, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est pas très connu encore, donc mes amis ne connaissaient pas. Et puis ils sont venus à mes compétitions et ils ont bien aimé, ils ont accroché. Et ils vous encouragent? Oui, ils sont derrière. Même chose, Alan? Tout à fait. Maintenant, je pense que j'ai à peu près mes amis et ma famille qui me suivent dans toutes les compétitions et même à l'international, ils font le déplacement pour venir nous supporter. Et c'est un sport assez physique, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect esthétique, etc. Est-ce que c'est un sport physique, Alan? Tout à fait, ça nous demande une vraie préparation physique, aussi de la souplesse, de la patience, parce qu'on ne peut pas réussir tout du premier coup. Ça demande beaucoup d'envie aussi. Maëlys, on vous voit justement en compétition, Alan. Là, ce mouvement, expliquez-nous. Faut de la souplesse, faut savoir lancer le bâton. Tout le monde dit que ça pourrait être facile, mais pas du tout. Rien que le lancer, c'est compliqué. Et on peut rajouter des rattrapages. Pourquoi vous dites que c'est compliqué de lancer? Parce que c'est difficile à apprendre déjà. Le maniement du bâton, en fait, c'est assez compliqué. Je vais l'aider un petit peu, puisque tout tourne autour du pouce sur les lancers. Et en fait, en fonction de la direction de la main, de la position du pouce, le bâton peut partir à droite ou à gauche. Donc déjà, il faut avoir un lancer juste pour pouvoir faire un rattrapé juste. C'est très Maëlys, c'est un sport physique, on en parle depuis tout à l'heure. Il faut beaucoup d'endurance, oui. Il faut beaucoup d'entraînement pour arriver au niveau d'Alan? Oui, beaucoup d'heures d'entraînement, oui, par semaine. Oui. Et vous travaillez comment, généralement, dans un entraînement? Qu'est-ce que vous travaillez, généralement? Expliquez-nous d'abord, un entraînement type. Alors d'abord, l'échauffement, qui dure 30-45 minutes. Puis après, on passe à la préparation au niveau du bâton, qui demande beaucoup de temps aussi. Et après, on répète notre enchaînement qu'on va présenter en compétition. Dominique Poliquin, est-ce qu'il faut avoir fait de la gymnastique pour se lancer dans le twirling bâton? Oui. Obligatoire. Alors, il ne faut pas forcément préalablement en avoir fait. Ça fait partie de nos enseignements. En fait, on parle de 3 disciplines différentes dans le twirling bâton, le maniement du bâton, la gymnastique, la danse. Et on rajoute l'interprétation qui, voilà, au plus haut niveau, on en a besoin. Donc la gymnastique fait partie des enseignements qu'on donne théoriquement dans les clubs les plus structurés. On a des profs de bâton, on a des profs de gym. Donc forcément, il faut être gymnaste. Et quelque part, ces 2 athlètes, entre autres, sont des gymnastes maniant le bâton. Et justement, quand on parlait de lancer et de la difficulté, c'est qu'il faut se rendre compte, on ne le voit pas sur un écran,
c'est que pour les plus gros lancers, typiquement des deux, le bâton part aux alentours de 15 à 16 mètres. Donc 15 à 16 mètres pour se donner le temps de faire les acrobaties gymniques en dessous. 15 à 16 mètres, c'est très haut. On a même des gymnases internationaux qui sont un peu plus hauts pour des lancers encore plus compliqués. C'est dangereux, mais surtout ça demande une dextérité et beaucoup d'entraînement. En France, on s'entraîne beaucoup. Au Japon, typiquement, le champion du monde actuel, Keisuke Komada, me disait il n'y a pas très longtemps, il s'entraîne 6 heures par jour, sauf le mercredi et le samedi, puisqu'il s'entraîne 8 heures. Et il est de repos. Il faut s'imposer 6 heures par jour pour réussir. Ce qui n'est en rien choquant, c'est tout simplement le rythme des sports-études. Les sports-études en France s'entraînent ça. Quand on fait de la natation en sport-études, on est dans le bassin à 6 heures le matin et on a nos 6 heures d'entraînement par jour. On n'a pas encore le volume de licenciés nécessaire pour pouvoir monter ce type de sport-études. Quand on le pourra, ils s'entraîneront 5 à 6 heures par jour. Oui. On va à présent parler de la soirée des champions. Ouais. C'est la 3e édition. Quel édition. sera le programme de cette soirée? Alors, 3e édition est la plus grosse des éditions jusqu'à présent, puisqu'en fait, le concept, c'est un petit peu pris de ce qu'on fait en GR ou de ce qu'on fait en patinage artistique avec les galas avec les athlètes de plus haut niveau. Donc, on a pris les finalistes du championnat de France francilien. Et cette année, on a été pour le moins performants, puisqu'on a 44 franciliens qui se sont hissés à la finale du championnat de France à Saint-Brieuc début juin, dont Maëlys et Alan, évidemment. Et donc le principe, c'est de faire une grande soirée de démonstration qui va durer aux alentours de 2h30, 3h. Et cette fois-ci, on a pris un lieu prestigieux parce qu'on voulait être à la hauteur de nos athlètes en termes d'organisation. Et on a choisi le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Qui est le lieu idéal pour organiser ce type de manifestation? Alors le lieu idéal, je vous le dirai mercredi à 23h30 quand on l'aura fini. A priori pour l'instant oui, puisque c'est un petit peu showtime, donc on a des spots vidéo pour présenter chaque athlète, on a besoin de lumière, on a besoin d'espace, on a besoin de place, puisque mine de rien on sera aux alentours de 700 spectateurs, on a besoin de son, et le Vélodrome pour l'instant réunit tout ça, notamment à travers ses écrans géants, la qualité de son personnel et ainsi de suite. C'est vraiment, pour l'instant, ça fait partie des plus beaux lieux qu'on ait vus. On a organisé les championnats du monde en 2012, c'était le Dôme de Villebon. Voilà, c'est ce type de structure dont maintenant a besoin le twirling bâton pour les grandes soirées comme ça, oui. Jean-Baptiste, dernière question. Quel est l'objectif de cette soirée? L'objectif, c'est attirer encore plus de monde vers le twirling bâton? Absolument, c'est ce que vient décrire un petit peu Dominique dans le cadre dont on a besoin pour pouvoir faire découvrir cette discipline au plus grand nombre. Et c'est vrai que l'opportunité s'est fait sentir puisque cette année, c'était un peu plus vers les Yvelines qu'on pouvait organiser cette soirée. Donc c'était assez intéressant de trouver une structure qui réponde à ce besoin. Donc l'objectif effectivement cette soirée, c'est qu'on touche le plus grand nombre, que les gens soient sensibles ou soient attirés ou aient envie de découvrir une discipline, comme disait Maëlys tout à l'heure, pas encore très très connue. Et je pense qu'on va en parler un petit moment de cette soirée. Entre nous certainement, mais les gens extérieurs ou les gens de la communauté urbaine de Saint-Quentin, je pense que s'ils ont un petit peu de temps mercredi soir à consacrer, ils peuvent venir. Les portes leur sont grandes ouvertes. Maëlys, il y aura du spectacle? On espère. Vous allez produire du spectacle? Oui. Ok, c'est noté. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On suivra avec attention cette soirée. On reviendra sur cette compétition dans le prochain 7-8 Sport. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Après cette page Twirling Bateau, zoom sur le cyclisme. Le championnat minime cadet était programmé ce dimanche dans le hameau de Brouessy à Magny-les-Hameaux. Plus d'une centaine de coureurs classés parmi les meilleurs des Yvelines ont pris le départ de la compétition. Le montage est signé Romain Ruspini. Des sprints, des dépassements, des retournements de situation, le championnat départemental minime et cadet a tenu toutes ses promesses ce dimanche 19 juin à Magny-les-Hameaux. Pour l'occasion, un tracé de 3,2 km a été dessiné dans le hameau de Brouessy par le Vélo Club de Montigny-Bretonneux, organisateur de l'épreuve. Les coureurs devaient parcourir la distance 10 fois. Disons que c'est un tracé sur lequel tout le monde a sa chance. Avec un homme en forme, il n'y a pas besoin d'être spécifiquement un grimpeur, c'est simplement un homme costaud. Comme il y avait du plat juste après la côte, donc il fallait rester au même rythme jusqu'à la descente, quoi. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était le vent et la côte. Le vent, c'était parce qu'il fallait bien se placer. Des fois, trouver le vent, c'est difficile. Et après, les côtes, faut avoir les jambes.
Au total, une centaine de cyclistes classés parmi les meilleurs du département a participé à l'événement. Les sportifs ont réalisé une moyenne de 32 km/h chez les minimes et de 34 km/h chez les cadets. Il y avait des coureurs qui étaient bons, surtout pour une arrivée en côte, qui auraient pu me battre. Disons que le niveau est jamais assez élevé, mais bon, disons que bon, en minime, on a des minimes qui sont parmi les meilleurs de l'Île-de-France, disons dans les 10 premiers. À la sortie de cette course, Maxime Leroy de Conflans est premier du championnat des Yvelines dans la catégorie cadet et Erwan Louvier est premier chez les minimes. Une nouvelle compétition pourrait être organisée l'année prochaine par le Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux, toujours à Magny-les-Hameaux. L'étoile sportive de Trappes a réalisé une grosse saison sur plusieurs tableaux. L'équipe Fagnon, l'équipe 1, a terminé à la 4e place du classement de promotion d'honneur et les U17 vont monter. Pour nous parler de ces très bons résultats, nous recevons sur ce plateau le président du club, Mustapha Larbaoui, le coach de l'équipe senior, Arnaud Mbizi, le capitaine de l'équipe senior, Amidou Sissoko, et l'entraîneur des U17, Anis Sourouane. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer tout de suite par l'équipe 1. Comment expliquez-vous ces bons résultats, président ? Bon, d'abord, ce n'est pas qu'une saison en réalité. L'équipe 1 se construit depuis quelques temps maintenant et ces résultats sont quand même le travail à la fois de cette saison mais des saisons précédentes et puis surtout du travail colossal qui est fait par les éducateurs. Anis est éducateur, Arnaud Lay, auquel cas il y a un gros travail qui est fait sur la jeunesse qui viennent contribuer. Et donc, et en même temps, Amidou ici présent, qui est avec moi depuis maintenant 14 ans au club. Donc c'est ce mixte entre des anciens qui sont là et qui sont là depuis le début. Ils sont très peu nombreux, c'est pour ça que j'en profite pour les remercier encore, avec Stéphane. Et puis Arnaud. Une véritable colonne vertébrale dans votre club. Clairement, ce club a maintenant quelque chose de très solide, en tous les cas très consolidé. Et c'est l'effort des joueurs, des anciens d'une part, des jeunes qui ont été formés au club, parce qu'en 14 ans, ils sont passés des U6, U7 à U20 seniors. Donc voilà, c'est vraiment la construction sur le long terme. Voilà. Arnaud Mbizi, vous finissez 4e. Est-ce qu'il y a un petit regret, malgré tout? Non, pas du tout. Ça correspond en fait à tout ce qu'on a vu cette saison. On a voulu faire en fait une continuité par rapport à l'année dernière, en mettant les anciens avec les jeunes, comme a dit le président. Et donc là, on finit 4e avec un bel espoir pour les saisons à venir, parce qu'on a une équipe qui a un moyen d'âge de 21 ans, donc très jeune. Donc là, du coup, ça nous permet de continuer en fait à travailler sereinement. On a eu la bonne surprise en fait lors du dernier match de Coupe de France de base de le Racing, une DH, avec 6 joueurs de moins de 19 ans. Donc voilà, il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir pour nous. Donc, Et qu'est-ce qui vous a manqué à Amidou sur cette saison? Peut-être pour terminer aux 2 premières places? On va dire un peu de chance peut-être. Je sais pas, mais bon, on va. Pas mal, hein. Ouais. Il y a beaucoup de bons. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes équipes comme Houille qui monte. Houille qui termine à 20 points de vous. Ouais, 20 points. Il y a eu, ils l'ont mérité. Hein. Ouais. Ils étaient clairement trop forts. Avec la saison qu'ils ont fait et les résultats qu'on voit, ouais, clairement. Vous ne pouvez pas viser la montée cette année avec une équipe comme Houille? Non, cette année en tout cas, on pouvait rivaliser, mais cette année en tout cas, ils avaient la chance du champion, donc voilà, ils avaient tout pour réussir. Mustapha, chance du champion pour Houille? Oui, clairement. Clairement, sachant qu'on ne force pas notre destin à chaque fois. Nous, c'est de la construction qu'on fait. Donc, ce n'est pas sur une saison qu'on veut vraiment forcer les choses. On y va calmement. On sait que de toute façon, sur ce plateau, on reviendra pour vous dire la DH, la DHR, la DSR, la DH. On vous le dit, je l'avais probablement dit il y a plus d'une dizaine d'années. Hein. Ça va se construire dans le temps. On est dans la construction. Donc, il y a des équipes qui sont très, très pointues sur leurs équipes 1. C'est le cas de Saint-Leu également et Houille, mais l'année dernière c'était Chatou, l'année d'avant c'était Nanterre, il y a toujours des grosses équipes. Mais regardons le club dans sa globalité, les U6, U7, U8, U9, U10, je peux continuer comme ça, les U17 qui performent cette année, c'est la globalité du club qui fonctionne bien et qui grandit, et ils y contribuent, parce qu'ils contribuent également à l'éducatif dans le club. C'est au-delà de la une, il y a l'académie de foot, il y a la section féminine maintenant. C'est tout ça, et tout le monde y contribue. On va passer justement au U17. Vous allez monter, les 2 équipes montent cette année, si Exactement. je ne me trompe pas. C'est ça. Les 2 équipes montent. Est-ce que c'était un résultat inespéré ou est-ce que vous attendiez à ce résultat? Non, on s'est fixé cet objectif en cours de saison, en fait.
parce que justement, on a vu le sérieux des gamins, la bonne dynamique qu'ils ont eue et puis la bonne état d'esprit aussi. Donc du coup, on s'est fixé cet objectif. On pouvait, parce qu'on avait l'effectif assez large pour pouvoir être dans les 2 tableaux au-dessus. Donc du coup, voilà, hein, ça a bien fini. Première comme équipe B. Il y a une grosse génération qui arrive à Trappes, chez les U17. Chez les U17, je ne dirais pas une grosse génération, mais oui, il y a de quoi faire un vrai boulot. Ouais. Vous ne voulez pas qu'ils prennent la grosse tête, c'est pour ça on regarde l'émission. Exactement. Il y a une grosse génération qui arrive vraiment, non, Mustapha. Franchement, chaque année, c'est le travail qui s'améliore de plus en plus. Nos enfants sont là, nos jeunes sont là, mais c'est la construction du club qui fait la différence. On est vraiment dans la construction et les enfants en profitent, bien sûr. Mais au passage, ça a l'air facile comme ça, hein, on a transpiré jusqu'à la dernière minute de la saison. C'est-à-dire que sa montée, pour la 1, la 17-1, il la doit à la dernière minute. On était encore en match quasiment nul. Donc toute une saison pour se voir monter sur la dernière minute du jeu. Vrai également pour la 17B. Donc ils nous ont fait transpirer. Et comme l'équipe de France en ce moment. Pareil. Amidou, les U17, il faut les intégrer petit à petit dans l'équipe. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, s'il y a du potentiel et qu'un jour ils sont amenés à jouer en équipe première, il faut les intégrer petit à petit. Et pourquoi pas, hein, s'ils peuvent prendre la place, qu'ils la prennent. C'est tout. Mais il va falloir bosser. Arnaud, vous comptez les intégrer l'année prochaine ? On va prendre le temps quand même. Il y a 19 ans qui s'en vont quand même. Hein. Donc là, on fera chose par étape, effectivement. Après, l'idée, c'est que chacun puisse jouer à son niveau et puis que les meilleurs 17 puissent évoluer en fait, à un niveau supérieur, c'est notre vœu aussi. Et puis garder tous ceux qui ont un niveau plus moyen pour nous aider à continuer à faire grimper le club. Dernière question, Arnaud. Oui. Vous avez pris l'équipe en cours de route cette saison après avoir remplacé Motion Aoussi. Est-ce que vous voulez construire un nouveau groupe la saison prochaine ou repartir avec les mêmes et ne rien changer ? Est-ce que vous voulez travailler avec un autre groupe ? En fait, l'idée, c'est de rester sur la continuité. Donc, dans un premier temps, c'est effectivement de montrer avec les cadres qui ont fait la saison, dont Amidou, qui est capitaine emblématique, et les quelques 19 qui nous ont rejoints en cours de saison aussi, et puis s'intégrer tous ceux qui seront prêts à intégrer le projet, qui consiste à être sérieux, impliqué, et puis prêt en fait, à défendre les couleurs du club, quoi. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite de bonnes vacances et une bonne intersaison et de travailler dur pour être au top la saison prochaine et de monter. Merci. C'est noté, Amidou. Hein, la saison prochaine, c'est la montée. Merci à vous. On passe maintenant au reste de l'actualité sportive. On commence cette rubrique par du football et l'Euro 2016. La France, qui s'entraîne à Clairefontaine dans les Yvelines, a conclu les phases de poule par un match nul et vierge contre la Suisse 0-0. Un résultat qui lui permet de terminer en tête du groupe. Dans le village foot de Montigny-Bretonneux, on a vibré au rythme des Bleus et des frappes sur les poteaux de Paul Pogba et Dimitri Payet. On écoute les réactions des supporters à la fin de la rencontre. Match pas mal du tout, surtout en première mi-temps, pas mal de rythme, un petit peu moins en deuxième où on a un peu plus subi. Mais l'essentiel c'est de finir premier de la poule et du coup c'est réussi avec le match nul, il suffisait d'un match nul. Donc l'aventure continue et on sera derrière les Bleus pour le prochain match. C'était compliqué, hein. Si, en fait, parce qu'ils galèrent contre la Suisse, mais après je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire contre l'Allemagne, tout ça, hein, parce que la Suisse c'est pas une équipe non plus trop forte, et ils galèrent contre eux, donc ça veut dire contre l'Allemagne ils vont perdre de ouf, genre 5-0, un truc comme ça. C'est chaud un peu. Hein. Déçu parce que très lent, petite baballe, on ne sait pas trop. Il y a eu 2 tirs sur la barre quand même qui nous réjouissent un peu, c'est tout. La France jouera dimanche prochain contre le 3e du groupe C, D ou E. Les adversaires potentiels pour les Bleus, l'Irlande du Nord, la République tchèque ou encore la Suède. Toujours au chapitre Euro, les Irlandais qui ont pour camp de base Versailles sont dans le groupe E, baptisé groupe de la mort avec la Belgique d'Eden Hazard, l'Italie de Buffon et la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Avant leur dernier match contre les Italiens, les Irlandais sont derniers du groupe avec un petit point et une différence de but de -3. L'aventure devrait s'arrêter dès le premier tour de cet Euro pour les Britanniques. De son côté, la Russie, qui s'entraîne à Croatie-sur-Seine, est dans le groupe B avec l'Angleterre, le Pays de Galles et la Slovaquie. Au classement, les Russes sont derniers avec seulement un petit point pris depuis le début de la compétition. Ils devront battre ce lundi 20 juin le Pays de Galles de Gareth Bale pour espérer se qualifier pour les 8e de finale. On termine ce magazine par un anniversaire. Les Templiers d'Elancourt ont fêté ce samedi leurs 30 ans avec une fête au complexe sportif Europe. Des petits matchs, des démonstrations de cheerleaders et une exposition photo retraçant l'histoire du club était programmée pendant toute la journée. On écoute les réactions sur cet anniversaire au micro de Mélanie Poquet.
Qu'est-ce que ça m'inspire? Oui, mais effectivement que j'ai pris 30 ans puisque j'étais là au premier entraînement des Cormorans qui sont devenus par la suite les Templiers. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une très belle fête aujourd'hui. Voilà, on retrouve les anciens, tout le monde a pris 30 ans, il n'y a pas que moi. Un plaisir de faire partie de cette famille et une envie de relève, envie de prendre le relais et de succéder à nos coachs. Plein de souvenirs, plein d'amitiés, plein de voyages et voilà, des gens que j'ai pas revus depuis 20, 25, voire 30 ans tout début et qui vont arriver les uns après les autres là, au fil de la journée. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur YouTube. Très belle soirée sur TV Fil 78.